Le dollar est mort, vive les États-Unis d'Amérique. Reprenons rapidement ce que je vous ai expliqué dans mes 2 dernières vidéos avant d'en arriver là. L'objectif de Trump, c'est de rendre sa grandeur à l'Amérique et partant du constat que l'empire américain coûte aujourd'hui bien plus cher qu'il ne rapporte, la première phase a été d'annoncer officiellement la dissolution de l'empire. C'était ça le message de ces grands tableaux sur les nouveaux droits de douane. L'oncle Sam rentre à la maison. Sur ce coup-là, tout a très bien fonctionné puisque de nombreux pays ont tapé à la porte des États-Unis pour négocier au cas par cas. Ensuite, la deuxième phase consistait à pressurer au maximum le monde entier pour non seulement redresser le déficit extérieur des USA, mais aussi, tant qu'à faire, pour que les droits de douane deviennent une source de revenus, quitte à ce que cela puisse permettre d'effacer même l'impôt sur le revenu. There is a chance that the money from tariffs could be so great that it would replace, in the old days, about 1870 to 1913, the tariffs were the only form of money. And that's when our nation was relatively the richest. We were the richest. L'enjeu ici, c'est juste de sauver la valeur du dollar, car si l'Empire se retire, le dollar n'est plus la monnaie que tous les pays du monde doivent posséder en quantité aussi grande. Le pétrole devient négociable dans d'autres monnaies et certains pays asiatiques comme la Chine pourraient être réticents à être payés en obligations américaines. Bref, le deal de l'Empire américain, le monde vit en dollars, ce qui nous permet de financer des déficits infinis et en contrepartie, l'Empire américain vous protège, est caduque, puisqu'aujourd'hui, les USA expliquent à tous leurs alliés qu'il faut qu'ils s'autonomisent de la puissance américaine. Donc, pour sauver le dollar, il fallait que les USA arrivent à faire payer tous les pays du monde sous la forme de droits de douane pour compenser leur perte d'influence. Et là, durant cette deuxième phase, pour la peine, ça a tourné au vinaigre car Trump a poussé la négociation un cran trop loin avec la Chine. En conséquence de quoi, elle s'est dressée officiellement et publiquement contre lui. À la fin de cette séquence, Trump a capitulé devant la Chine car il renonce aux droits de douane sur la tech pour sauver les GAFAM. C'est là que l'on se rend compte de l'influence de ces sociétés sur le pouvoir américain lui-même. Au final, il a mis son pays dans une situation délicate car la Chine refuse de négocier quoi que ce soit en lui envoyant le message suivant. Tu sais quoi? Si tu veux plus des produits chinois aux US, eh ben tant pis pour toi. Et c'est un problème car les US se retrouvent en frontale avec un centre de gravité en Asie, articulé autour de la Chine, qui ne craint presque plus du tout l'Amérique. Et la Chine étendue, ça fait quand même un paquet de monde. Je rappelle quand même que la Chine est un empire de 3000 ans derrière lui, contre 300 ans pour les US, et il va bien falloir faire avec. Depuis, la situation avec la Chine s'est envenimée car Xi Jinping a multiplié les occasions de cultiver ce conflit dans le but de montrer que la Chine est aujourd'hui une puissance tout à fait indépendante des US. Les 2 derniers exemples en date, elle fait de la rétorsion sur les terres rares et elle vient également d'interdire l'importation d'avions Boeing depuis les USA. La conclusion de cette deuxième phase, c'est que le dollar a de bonnes chances d'aller au tapis car l'Asie ne veut plus payer. Ce moment s'est joué le 9 avril lorsque les taux d'intérêt longs américains sont montés en même temps que la bourse chutait lourdement. Dit autrement, le soft power chinois venait de l'emporter face au coup de marteau américain. Alors qu'habituellement les obligations américaines, donc le dollar, sont une valeur refuge, elles ont cessé de l'être au moment même où Trump a poussé le bouchon un cran trop loin. De plus, de nombreux indices laissent penser que Trump a renoncé à supprimer le déficit budgétaire, car le Doge d'Elon Musk fait trop de remous et lui cause trop de problèmes. Elon's done a fantastic job. Look, he's sitting here, and I don't care. I don't need Elon for anything other than I happen to like him. Les États-Unis sont donc bien partis pour laisser filer le déficit interne sans arriver à régler complètement leurs problèmes de déficit externe. C'est pour cela qu'à la fin de cette deuxième phase, j'en conclus que le dollar est mort. Et oui, je suis déçu pour 2 raisons. La première, c'est que Trump est visiblement en train de laisser tomber la réduction du déficit budgétaire. Et la deuxième, c'est que la crise est sérieuse avec la Chine, alors que si Trump avait coupé sa négociation le lundi 7 avril, 3 jours avant, il faisait la meilleure négo de sa vie, car il avait déjà une très grande part des pays du monde qui frappaient à sa porte. Et la défiance de la Chine n'aurait pas été étalée si fortement en place publique. Mais voilà, à vouloir pousser trop loin, il a aujourd'hui ouvert une crise profonde avec l'Empire du Milieu. Trump a tellement énervé les dirigeants du monde que ce sont même les dirigeants politiques du Groenland qui ont démarché la Chine pour établir une coopération qui les protégerait des velléités d'annexion des USA. C'est aussi une capitulation pour protéger les GAFAM, car la dépendance à la Chine est juste trop forte. Et attention, si les GAFAM sont dépendants de la Chine, ce n'est pas pour sa main-d'œuvre à bas coût, mais bien pour sa main-d'œuvre qualifiée en quantité abondante, comme l'a si bien expliqué Tim Cook en 2017. The products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here.
know, in the US, you could have a meeting of tooling engineers, and I'm not sure we could fill the room. In China, you could fill multiple football fields. Il faut comprendre que la Chine, dont les enfants fabriquent des baskets à la main sur de vieilles machines à coudre, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ce sont des grandes villes avec un niveau de vie élevé, de la robotique de pointe comme ces taxis volants à l'essai dans plusieurs villes. C'est aussi de grands ouvrages de génie civil incroyables, dignes de ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc clairement, de ce point de vue, face à la Chine et sa zone d'influence, c'est un échec. Mais que l'on se comprenne bien, tout n'est pas perdu car l'Amérique a encore de belles cartes à jouer. C'est pour ça que je dis que le dollar est mort, vive l'Amérique. C'est notre sujet du jour, alors allons-y. Oui, la situation avec la Chine est un problème, mais l'autre moitié de la négociation est en passe de réussir, car c'est plus de 75 pays qui sont en train de se coucher devant lui. I'd echo what Howard said on the trade queue, that we've got over 75 countries that want to come in. Pourquoi est-ce que je dis se coucher devant lui? Car si Trump arrive à faire des excédents avec un bloc d'une centaine de pays dans le monde, ils vont finir par accumuler du ressentiment, comme dirait ma femme. Et à un moment, ça se payera. Mais bon, pour l'heure et à moyen terme, ça pourrait fonctionner. Donc, s'il arrive à faire passer en excédent les comptes extérieurs des USA, ce sera un sacré pas en avant car de toute façon, le projet de Trump est de réindustrialiser l'Amérique. Et là, pour la peine, si les USA deviennent exportateurs avec un dollar qui s'affaiblit, c'est très favorable pour l'économie privée des US. Il faut donc que je vous parle de ce que l'on appelle la doctrine Miran, du nom de Stephen Miran, proche conseiller économique de Trump. Le concept de Miran est assez commun. Il explique que les déficits des USA viennent du paradoxe de Triffin, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne à plusieurs reprises. Le paradoxe de Triffin explique qu'en tant que monnaie de réserve mondiale, ce sont les déficits des États-Unis qui créent la masse monétaire dont le monde a besoin. Or, s'ensuit le fameux paradoxe. Si les USA ont trop de déficits, alors le prix à payer pour les US devient exorbitant et il devient nécessaire de réduire la quantité de dollars en circulation. Mais voilà, en faisant cela, cela déclenche des crises financières, notamment dans les pays asiatiques émergents. Donc, en résumé, faire de la monnaie d'un pays la monnaie du monde ne peut marcher qu'à la condition que ce pays soit un hégémon tout-puissant et incontournable, ce que les USA ne sont plus aujourd'hui. Le dollar, en tant que monnaie mondiale, a donc cultivé les déficits des États-Unis et par voie de conséquence sa désindustrialisation. Pourquoi? Car lorsque vous pouvez faire des déficits à l'infini, il est moins cher d'importer contre des dettes qui ne vous coûtent rien plutôt que de produire chez vous. Donc Miran conclut qu'il faut retirer son statut de monnaie mondiale au dollar afin de réindustrialiser les États-Unis. Et là, c'est mon hypothèse, mais je vous la propose, Trump a rencontré un point de vue différent, celui d'Elon Musk, qui lui a sûrement expliqué qu'il y avait une autre façon de faire, supprimer en plus le déficit budgétaire. Musk en parle souvent, il explique que si les US ne tordent pas le cou au déficit budgétaire, alors les États-Unis sont fichus à terme, car ces déficits les détruiront. C'est aussi le point de vue de Ray Dalio notamment. Aujourd'hui, Miran est vraisemblablement en train de gagner la bataille idéologique auprès de Trump. Ce que dit Miran, c'est qu'en imposant des droits de douane bien salés couplés à la puissance de négociation des US, il sera possible de faire de nouveaux accords du Plaza que l'on appellerait pour la peine les accords de Mar-a-Lago afin de dévaluer le dollar. Une fois le dollar dévalué, les US redeviennent exportateurs, ce qui stimule la réindustrialisation des États-Unis et au final permettrait de régler le déficit budgétaire. Si vous voulez mon avis, les deux points de vue sont défendables, mais pas avec les mêmes horizons de temps et pas avec les mêmes conséquences. Du côté Musk, si vous arrivez à tordre le cou au déficit budgétaire, alors vous sauvez la monnaie car le dollar ne sera plus détruit par les intérêts composés de la dette. De plus, les origines du déficit budgétaire sont hautement parasitaires. Couper le déficit budgétaire revient à augmenter l'efficience de tout le système en le débarrassant de ce que j'appelle la corruption systémique, à savoir des administrations qui sont en roue libre et fonctionnent pour elles-mêmes. Par contre, c'est la face nord de la montagne. Cela demande beaucoup de courage politique et une poigne d'enfer. Dit autrement, des millions de gens se mettent à râler car leur rente de situation disparaît. Politiquement, c'est pas si évident, et Trump est un politique alors que Musk est un chef d'entreprise. C'est pas la même chose. Du côté de Miran, en baissant la valeur du dollar et en réindustrialisant le pays, il fait le pari qu'il y aura suffisamment d'argent pour que le système tienne. Et oui, si vous restructurez les dettes des US avec un dollar dévalué, vous gagnez du temps. Si vous réindustrialisez en baissant les impôts, vous redonnez une vraie vigueur à l'économie privée du pays et vous gagnez du temps sur les économies à faire sur le tissu public. Le problème dans ce scénario, c'est que les parasites du système sont toujours là et grossissent avec le temps qui passe. La seule solution pour s'en débarrasser, sans entraîner le pays avec, c'est de tuer la monnaie comme cela a été le cas en Turquie ou même en Argentine. La manœuvre est simple, vous imprimez de l'argent à tire-larigot et vous ne touchez surtout pas aux impôts du secteur privé. Dans ce cas,
Toutes les personnes dépendantes de la monnaie sont ruinées à terme, tandis que le secteur privé s'en sort très bien. Dans cette configuration, tous ceux qui détiennent la monnaie du pays souffrent affreusement. Les obligations de long terme et de court terme vont au tapis, sachant que le billet dans votre poche souffre plus que l'obligation à 10 ans et que l'obligation à 10 ans souffre plus que l'obligation à 1 an. C'est ce que l'on voit sur ce graphique. Par contre, pour ceux qui détiennent des actifs réels et productifs, donc des actions d'entreprises privées de façon basique, l'histoire est très différente car ils ont vu leur capital s'apprécier de 3 à 4% par an, hors inflation en dollars. Donc ils ont été insensibles à la chute de la lire turque. Incroyable, non ? Eh bien, pas tant que ça, car je suis allé en Turquie en décembre 2021 et j'ai compris comment tout cela fonctionnait. Pendant que les fonctionnaires et les retraités se sont retrouvés dans une pauvreté terrible, les bars et les magasins étaient pleins. Les étiquettes de prix changeaient tous les jours, certes, mais tout ce que j'appelle l'économie privée se portait mieux que bien. J'étais là-bas pour acheter des appartements et j'en ai discuté avec mon marchand de meubles. Il m'a très bien expliqué que dès lors que vous n'avez pas de livre turc dans les poches, tout va pour le mieux du monde. Je vous racontais ça en détail dans cette vidéo publiée en décembre 2021. Cela peut sembler incroyable, mais comme le gouvernement turc n'a pas répercuté le poids de l'endettement du pays sur les impôts sur les sociétés, plus de la moitié du pays ne sentait pas la crise passer. Ce fut une découverte et une sensation très étrange pour moi. Et cela doit commencer à vous faire réagir, car c'est exactement ce que Trump est en train de faire, car il annonce des baisses d'impôts sur les sociétés qui passeraient de 21% à 15%. Donc le chemin de Stéphane Miran, qui a l'air d'être la piste que privilégie Trump, consisterait à gagner du temps en faisant rentrer de l'argent et en réindustrialisant. Mais au bout du chemin, je ne vois pas comment les US, dans ce scénario, pourraient éviter la chute de leur monnaie. Dans cette perspective, si vous êtes des actionnaires de PME dans le privé et qui ont pour clients des acteurs privés, tout se passe bien pour vous. C'est pour ça que du point de vue de Data Factory, on est très satisfait de la tournure que prennent les choses. Pousser l'industrialisation, c'est alimenter notre business. Par contre, si on élargit le spectre à ceux qui dépendent du dollar, comme c'est le cas des fonctionnaires ou des retraités, alors là, ça risque d'être beaucoup moins agréable à terme, car votre emploi ou la valeur de votre épargne repose très probablement sur une activité administrative parasitique qui sautera à un moment ou un autre en entraînant l'épargne de ces braves gens dans leur chute. Donc il n'est pas très bon de détenir des dollars. Mais du côté de l'euro, c'est pas très jojo non plus. D'un côté, les USA annoncent la couleur sur le dollar en premier, donc l'euro monte, c'est logique. Mais les pays de la zone euro sont également en proie à des déficits terribles qui finiront d'achever la valeur de l'euro. Ce n'est qu'une question de temps. Là, je vous en parlerai la semaine prochaine, car en termes de déficit budgétaire, en France, on n'est peut-être pas si loin de toucher le fond de la piscine. De même, si l'économie US est promise à un bel avenir, ça risque d'être plus compliqué pour les grosses valeurs de la tech américaine, qui ont des multiples de valorisation délirantes de 30, 40 ou plus. Comprenez que les Nvidia ou Apple de ce monde sont de très belles entreprises qui bénéficiaient du statut d'empire des USA. C'est pour cela que Didier les appelle les valeurs de l'empire. Or, si l'empire rentre à la maison, la concurrence internationale sur ce que produisaient ces Magnificent Seven vont être attaquées logiquement. Donc personnellement, je vais attendre un peu avant d'y retourner. En revanche, on peut s'attendre à des choses plutôt sympas sur les valeurs industrielles américaines tournées vers le marché américain sur des secteurs centraux pour l'avenir comme l'énergie ou l'informatique de haute performance. Si ça vous intéresse, allez voir ce rapport de BlackRock sur ce qu'ils appellent les méga-forces. Ils en identifient 5. L'énergie et l'informatique de haute performance dont on vient de parler, mais aussi la santé du côté du vieillissement des populations et enfin la réorganisation des flux de marchandises mondiaux. Pour enfoncer le clou, le rapport de Blackstone, autre grand acteur de la gestion d'actifs, met également en avant les investissements sur les infrastructures énergétiques et dans le HPC. Pour comprendre où va se faire la création de valeur sur les entreprises non cotées aux US, afin de financer ce grand mouvement de réindustrialisation, il faut que je vous parle de Data Factory, notre société dans les infrastructures énergétiques au Texas, dont je suis le chairman, car on se retrouve au cœur d'une transformation historique aux US. Là, je suis plutôt serein, car la vision que nous avons développée au sein de Data Factory est en ligne avec le sens de l'histoire, dirons-nous. En 2023, lorsque nous avons créé cette société, nous sommes partis du principe que c'est le secteur HPC, pour High Performance Computing, qui portait le plus de promesses de création de valeur dans un avenir proche. Or, le HPC, l'informatique de haute performance, recoupe tout un tas de secteurs comme l'intelligence artificielle, le stockage de données, le minage de Bitcoin, la génération d'images et j'en passe. Par contre, le point commun de tous ces secteurs, c'est l'énergie. Si on peut dire que la révolution d'Internet était la création des tuyaux pour transporter l'information, alors la révolution du HPC consiste à transformer des grandes quantités d'énergie en d'immenses quantités d'informations. Dit de façon triviale, pas de mégawatts, pas de HPC. Donc, on a créé Data Factory pour acquérir le plus possible de mégawatts afin de servir le secteur du HPC. D'ailleurs, jeudi 17 avril 2025, nous avons clôturé notre deuxième levée de fonds et je tiens à vous dire à tous un grand merci.
car cette levée a battu tous les records et toutes nos espérances. Nous avons levé près de 40 millions de dollars et au moment où j'écris ce script, nous sommes en train de faire le décompte final de cette levée. Et tout cela après avoir levé 20 millions en mars 2024. Nous avons donc toutes les cartes en main aujourd'hui pour déployer notre stratégie. Et maintenant que nous avons terminé ces levées de fonds, nous pouvons passer au toilettage des indicateurs financiers. C'est pour cela que d'ici peu de temps, suite à la demande de nombreux investisseurs qui nous ont dit être frustrés de ne pas avoir autant d'actions qu'ils le voudraient, nous écrirons à tous nos investisseurs pour leur proposer l'opportunité de convertir une partie de leurs prêts en actions. Bien sûr, plus vous serez un investisseur de long terme et sur des montants importants, plus vous serez mis à l'honneur dans cette proposition. Mais je vous parle publiquement de tout cela car cela permet de comprendre comment on peut augmenter la valorisation d'une entreprise avec ce type d'opération. Et cette dynamique va être au centre de la réindustrialisation aux États-Unis. Alors allons-y. Prenons en exemple une petite levée qu'on a en cours auprès d'institutionnels suisses dont le but est de lever 15 millions maximum sur une valorisation de 115 millions de dollars. Dit autrement, tous les actionnaires vont être dilués de 11,1% pour lever 15 millions de dollars contre des actions. Et je vais vous expliquer comment ça se calcule et comment on gagne de l'argent. Cet argent qu'on lève sera investi à plus de 90% dans des actifs industriels car notre structure de coût est très optimisée. Nous espérons donc créer une valeur supérieure, disons de 50% pour faire simple, avec cet argent levé. D'où vient cette survaleur ? Eh bien, nous produisons des fermes de puissance pour moins cher que leur valeur de marché, une fois en production ou remise à niveau. C'est le fondement de notre activité. Donc 15 millions fois 90% de taux d'utilisation du capital, multiplié par 1,5 de création de survaleur, nous amène à 20 millions de dollars de valorisation en plus, ce qui nous fait une valeur totale pour Data Factory de 135 millions dans cet exemple. Dans ce cas, un actionnaire qui détient 10% de la société au départ, pour faire simple, car il serait entré sur une valeur de 115 millions, serait dilué de 11,1%, 15 divisé par 135, ce qui lui laissera 8,9% du capital post-money, mais sur une valeur de 135 millions. Partant de là, avant l'opération, ces parts valent 10% de 115 millions, soit 11,5 millions, et après dilution, ces parts ont baissé à 8,9% de 135 millions. Donc elles valent environ 12 millions, soit une création de valeur de 500 000 $, environ 4% pour tous les actionnaires. Une autre façon d'augmenter la valeur, c'est de refinancer sa dette sur des durées plus longues avec des taux d'intérêt plus bas, et c'est aussi une dimension sur laquelle nous travaillons pour baisser la charge financière et donc augmenter la rentabilité de l'entreprise. C'est en couplant un développement industriel avec des stratégies de financement, de refinancement et de conversion que l'on arrive à faire passer la valorisation de Data Factory de 60 millions de dollars en janvier 2024 à quelque chose comme 130 millions de dollars en mai 2025. Et ça, normalement, c'est le métier des banquiers d'affaires. Ça vous permet de comprendre pourquoi ils sont si bien payés et pourquoi il est très facile d'abuser de ces systèmes. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce que l'on fait avec Data Factory est vraiment unique pour deux raisons. La première, c'est que tous nos investisseurs jusqu'à aujourd'hui sont des particuliers. C'est donc une démarche communautaire, ce qui n'arrive jamais dans l'industrie. Habituellement, au début des projets, vous avez des business angels, des fonds d'investissement à risque ou autres investisseurs institutionnels. La deuxième chose, c'est que tout ce que nous faisons est public. Via la chaîne Grand Angle, évidemment, mais aussi parce que nous avons organisé des visites l'année dernière et cette année avec nos plus gros actionnaires pour leur montrer ce que nous faisons et que, à la suite de ça, nous faisons des vidéos que nous publions. Enfin, cerise sur le gâteau, le jour où l'on se cote sur le Nasdaq, ce sont des particuliers qui vont vendre une part de leurs titres à des institutionnels et au monde de la finance. C'est une sorte de capitalisme inversé et ça, c'est assez plaisant quand j'y réfléchis. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'aux USA, dans le secteur de ce que l'on appelle le private equity, à savoir les actions de sociétés non cotées, on risque bien de voir se multiplier des opérations de levée de fonds et de refinancement puisque ces opérations sont nécessaires pour accompagner la réindustrialisation des États-Unis. Les banquiers de Wall Street pourraient donc bien être à la fête. Autre point important maintenant que vous avez compris le contexte global. Les USA font face à des défis majeurs pour cette réindustrialisation. Je vous en propose quelques-uns pour que vous vous rendiez compte des adaptations qui doivent être faites et de ce que cela implique pour les surmonter. Prenons le cas des terres rares qui sont essentielles à l'activité économique américaine. En réalité, les terres rares ne sont absolument pas rares. Pour être précis, on les appelle des terres rares car il y en a très peu par tonne de terre que vous devez brasser. Par contre, des gisements de terres rares, il y en a beaucoup dans le monde, et particulièrement aux USA. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a essentiellement que la Chine qui les exploite ? Simplement car en termes d'environnement, comme ces matériaux sont présents en très petite quantité par tonne,
il faut complètement défoncer les sites sur lesquels on les extrait. Et là, il y a beaucoup moins de volontaires pour massacrer des zones entières du paysage. Mais bon, entre les métaux rares présents en Ukraine, Russie et les terres rares présentes dans d'autres pays, voire même aux USA, c'est un problème qui est entièrement soluble. Pas facile, mais traitable. C'est pour ça que l'on commence aussi à voir les Américains réfléchir à aller racler le fond de l'océan Pacifique pour exploiter ces terres rares. Par contre, là encore, si Trump n'avait pas braqué la Chine, ça aurait quand même été plus simple en termes de timing et de réalisation. Mais bon, va falloir faire avec. Plus compliqué mais pas insoluble non plus, c'est la qualification de la main-d'œuvre entre la Chine et les USA. En Chine, aujourd'hui, c'est environ 1,5 million d'ingénieurs par an qui sortent du système éducatif, alors qu'aux US, on est plutôt sur du 250 000, ce qui est extraordinairement peu quand on sait que la Russie produit 450 000 ingénieurs par an, avec une population 2 fois plus petite. Donc, pour faire revenir des usines, encore faut-il qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée de disponible. Ray Dalio résume très bien les choses. C'est 1% de la population, donc à peu près 3 millions de personnes, dont la moitié sont des étrangers, qui produisent le top de l'innovation et des entreprises à succès. Autour de ce 1%, il y a 10% de la population très bien formée qui est éminemment productive. Par contre, de l'autre côté du spectre, 60% de la population est sous-éduquée avec un niveau de lecture inférieur à ce que l'on attend d'un enfant de 12 ans. Donc pour réindustrialiser, il va falloir à la fois former énormément de personnes, mais aussi réformer le système éducatif américain pour remonter le niveau qui est terriblement bas, surtout si on le compare au système chinois où les enfants sont poussés à la performance en continu. Pour vous donner un exemple anecdotique, mais quand même représentatif d'une mentalité, certaines écoles intègrent même des cours de compétences chirurgicales pour pousser les enfants toujours plus loin en Chine. Alors oui, dès lors que des usines viendront s'implanter aux États-Unis, elles formeront elles-mêmes leur main-d'œuvre. Dès lors qu'il n'y a pas d'aide sociale et que la drogue aura été chassée des US, ce problème de main-d'œuvre ne sera plus insurmontable. Mais en attendant, ça va pas se faire tout seul non plus, faut en être conscient. En réalité, la vraie bonne nouvelle pour les États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, l'Amérique est dos au mur. Depuis des années, la puissance économique globale se rééquilibre dans le monde au profit de ce que l'on appelle les BRICS. On le voit notamment en observant les stocks d'or qui changent de main et se déplacent. Mais maintenant que Trump a mis les USA dos au mur et face à un certain nombre de problèmes structurels, il n'y a plus le choix, le coup est parti, les transformations sont inévitables. C'est pour ça que Trump pousse également comme un bourrin sur le secteur de l'énergie, afin que les US disposent de l'énergie la moins chère et la plus abondante afin de réussir cette transition. Il va même jusqu'à considérer la réouverture de toute centrale capable de fonctionner qui a été fermée pour des raisons écologiques car America First. Alors oui, pour les Américains capitalistes, tournés vers l'économie américaine, le moral est au beau fixe car l'énergie coule à flot et que tout est mis en œuvre pour booster l'économie. Et oui, ça va être tendu pour un bon nombre d'Américains dépendants du dollar, mais en même temps, les US ont amorcé leur virage et ils ont de très bonnes cartes en main. Donc le dollar est mort et vive les USA.